tac 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 à l'attaque tac tac tac, Libre Radio, la radio qui claque, la radio qui contre l'Empire contre-attaque. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, c'est Libre Radio, la comète à la banane. Nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à 19h pour une première partie ici depuis le studio 99 et ensuite nous serons au parc Geisendorf comme prévu. Nous sommes actuellement en compagnie de Petit Jean. Bonjour à toi. Bonjour, oui. Et bienvenue. Merci. Alors je vais dire quelques mots puis ensuite je te laisserai effectivement te présenter comme bon te semble, te présenter à ta guise. Nous nous étions donc déjà rencontrés, c'était début juin, deux ou troisième semaine de juin. 18-19. Voilà, alors que tu entreprenais cette marche blanche des médics en direction de Paris, depuis Marseille, donc à pied, pour dénoncer les violences policières. Tout à fait. Alors, depuis, eh bien, l'eau est passée sur les ponts, tu es allé jusqu'à là-bas, tu es sur le chemin du retour, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Oui. Enfin, quelque sorte. Tu vas préciser tout ça. Et tu t'es arrêté de nouveau ici à Genève, place des Nations, où tu as entrepris une grève de la faim sur laquelle nous allons revenir sous peu. Une grève de la faim, là aussi, avec certains objectifs que tu vas énoncer. Mais peut-être que pour te resituer pour les personnes qui nous écoutent, alors la première chose que l'on peut dire, c'est qu'un podcast existe d'ores et déjà, qui est notamment sur le site de Libre Radio, sur la page YouTube également, que les personnes peuvent consulter. Nous étions rencontrés aux Grottes, à la Bibliothèque du Peuple, où tu t'étais déjà présenté à l'époque et tu nous avais énoncé les objectifs de cette démarche. Alors, on est obligé de reprendre un petit peu à zéro tout ça. Voudrais-tu commencer par te présenter ? Bonjour. Bonjour. Je suis Petit Jean. Je suis un médic qui est parti de Marseille le 1er juin. Je suis allé donc... En fait, mon idée, c'était de monter à Paris, comme la marche des beurs avait été en 83, qu'ils avaient été reçus par le président François Mitterrand. Ils étaient arrivés nombreux. Mon idée était de partir de Marseille, d'aller voir le président Macron pour lui demander d'intervenir au niveau des violences qui sont faites sur les secouristes en manifestation, les médics et les street médics. Et je suis parti donc de Marseille avec une mauvaise organisation, bricolé, sans entraînement, parce que j'étais geek avant sur mon ordinateur, je ne sortais pas de chez moi. Et j'ai marché jusqu'à te rencontrer à Genève, où j'ai reçu un bon accueil. Et puis j'ai essayé de commencer à ouvrir des portes pour crier au secours. Et puis je suis monté, j'ai commencé à avancer. Arrivé à Chalon-sur-Saône, on m'a dit oui, il y a la DA des Gilets jaunes, il faudrait que tu y ailles, tu pourrais avoir du soutien, ça pourrait communiquer avec les gens, les ronds-points. J'ai décidé d'y aller. Et là-bas, j'ai fait un peu de communication, pas trop de presse, un petit peu de presse locale, mais rien de national. Et je suis donc reparti de là, j'ai marché jusqu'à Paris. Bon, c'était déjà 2 détours. Et j'ai marché jusqu'à Paris, je suis arrivé à Paris à peu près, on va dire en gros, j'avais fait 1250 km à pied. Et le président Macron, quand il avait été interpellé pour des histoires d'un monsieur Benalla qui avait des affaires, il a dit « Ceux qui veulent me parler, ils n'ont qu'à venir me chercher ». Je suis donc allé le chercher à pied. Et je me suis retrouvé porte close, une fin de non-recevoir physiquement dans un premier temps, avec l'exigence d'écrire un courrier. J'ai écrit ce courrier sur une lettre, sur un papier simple, qui a été refusé. On m'a dit il faut une enveloppe. Donc je suis retourné, j'ai cherché Grand Hôtel, Patin Couffin, une enveloppe. J'ai marqué le nom pour l'intention de monsieur le président, j'ai donné ma pièce d'identité. Et en fait, dans le groupe, il y avait 3 policiers, il y en avait un qui était drôlement sympathique. Et quand il est revenu, parce qu'il a fallu que j'insiste avec l'enveloppe, on m'a raconté que c'était trop tard, que c'était fermé, qu'il y a toujours un moyen de fermer les portes quand elles sont ouvertes. Et donc cet homme, quand j'ai eu l'occasion de le voir, il a gardé sa parole, il a respecté ce qu'il avait dit, il a pris mon enveloppe et ma pièce d'identité, et m'a ramené donc ma pièce d'identité avec un reçu
de l'Élysée, comme quoi mon courrier avait été bien reçu. Et quand il m'a rendu ma pièce d'identité et le reçu, il m'a serré la main et j'ai senti de l'admiration dans ses yeux, ce garçon. Et puis j'ai attendu la réponse du président de la République. Je lui avais posé un ultimatum. Il avait jusqu'au 14 juillet matin 9h pour me répondre, parce qu'après il partait pour la parade militaire et puis après il partait pour des interviews, le gueuleton, enfin il avait autre chose à fouetter. Et moi ce que je voulais avant qu'il ait son interview, je voulais qu'il parle ce jour-là des problèmes avec les médics et la police, certains policiers qui sont trop violents, très violents, voire même dangereux par rapport aux secouristes, et notamment aux secouristes et aussi aux citoyens. Donc moi, ma mission, c'est de calmer le jeu déjà entre les médics et la police, qui nous laissent travailler, qui nous laissent porter secours à l'humain. Moi, je suis un médic. Il y a deux catégories. Il y a le street médic, donc qui ne soigne que ses camarades, que ses frères et les passants éventuellement, mais qui refuse totalement de porter secours à des forces de l'ordre. Moi, je suis médic. Je suis un fils de médecin, j'ai été adopté. J'ai la culture de mon père, qui est énorme. C'est un homme de cœur qui a fait partie des membres fondateurs de la sécurité sociale. C'est grâce à des gens comme lui que personne ne meurt à la porte des hôpitaux comme aux États-Unis. Et donc j'ai dans ma culture de porter secours à l'humain. Et que ça soit quelqu'un en uniforme ou pas, je porte secours, qu'il ait un gilet ou pas, que peu importe, quelqu'un est en détresse ou quelqu'un est en difficulté, quelqu'un est en danger, c'est mon devoir de le faire. Et j'estime que j'ai le droit de le faire sans avoir à être pourchassé par la police, par certains policiers, matraqué. J'ai un ami qui s'appelle Mika, il a eu une côte cassée à coups de matraque, il a reçu 8 tirs de LBD. Donc je rappelle aux auditeurs ce que c'est que le LBD. Le LBD, c'est un lance-grenade de 40 mm monocoup qui balance des projectiles comme celui que j'ai autour du cou, que les gens ils prennent ça dans la figure alors que c'est des zones interdites, ou ils les prennent dans les testicules. Il y a eu le cas d'un touriste anglais qui a été castré au LBD. La première a explosé complètement, il était couvert de sang dans l'entrejambe, et la deuxième était broyée à l'intérieur. Castré à vif à coups de lance-grenade. Voilà. Donc moi, tous ces trucs-là, ça m'horripile, je me bats contre ça. Et donc, quand le président de la République n'a pas accepté de me recevoir, n'a pas répondu à mon ultimatum, je vais poser des conditions. La première des conditions, s'il me rappelle quand je suis sur Paris, c'était de me convoquer avec la presse pour qu'on parle tous les deux ensemble en privé, et qu'à l'issue de cet entretien, on parle en direct devant la télévision pour qu'il se prononce. Moi, je lui laisse le libre choix, le libre arbitre. Je veux juste lui exposer mon point de vue. Et puis après, à lui de décider s'il soutient M. Castaner qui donne des médailles à des policiers qui ont tué, qui ont mutilé, qui ont dépassé les choses que la loi permette, ou s'il soutient des gens qui sont bénévoles, qui sont secouristes, qui investissent leur argent, le peu d'argent personnel qu'ils ont, pour acheter du matériel qui sont volés, pour porter secours aux gens parce qu'ils ont les convictions et qu'ils ont le devoir de porter secours. On est diplômé et on a le devoir de porter secours aux gens. Donc quand il n'a pas répondu à cette première invitation, on va dire plutôt cet ultimatum, comme j'ai dit, je donne qu'un seul ultimatum, j'en donne pas deux. Et dans ma lettre, il était spécifié que donc s'il ne me recevait pas avant la date, il devait donc convoquer la presse. S'il ne me recevait pas avant que je décolle de Paris, il faudra qu'il vienne me chercher, parce que je vais repartir en direction de Genève, et cette fois-ci pour faire sonner les cloches, que ça serait à lui de me transporter dans mes conditions, c'est-à-dire qu'il m'envoie une voiture avec les petits drapeaux et le motard devant, motard derrière, histoire de prouver que un médic, c'est quelqu'un d'important aussi. C'est pas juste un caprice, c'est pour lui faire comprendre qu'un médic, c'est quelqu'un d'important et que c'est un humain qu'on doit respecter. Et donc je suis parti, et donc là il a perdu la première partie de cet ultimatum.
Ensuite, quand je suis arrivé à Genève, il a perdu donc la troisième partie de cet ultimatum, qui était donc de venir me chercher et de me ramener. Et quand j'ai commencé ma grève de la faim, il a perdu le numéro 4, que je préfère pour l'instant garder secret, que je lui exposerai en direct. Si un jour il me reçoit, s'il ne me pousse pas à aller jusqu'au bout. En descendant sur Genève, j'ai fait un petit raccourci comme j'ai l'habitude de faire. Marseille-Paris, le plus court c'est en passant par Genève. Et là j'ai fait un raccourci, j'ai fait Marseille-Genève en passant par la ville de Troyes, où je suis allé rendre honneur à un ami qui s'appelle David, et qui a eu... En fait, je vais vous décrire David. C'est un garçon qui a une femme charmante, très douce, très gentille, militante. Il a 2 filles, c'est des princesses, et il a un œil bleu crevé, à coups de lance-grenade. Voilà, donc je suis passé dans sa ville, je suis venu à pied lui rendre honneur pour montrer devant ses frères, devant tout le monde, et pour essayer d'éveiller des consciences que il était là et que lui, il était ébranlé à vie. Ensuite, donc j'ai continué mon périple en descendant jusqu'à Genève, où je suis arrivé sur la place des Nations directement le premier jour. Et j'ai pris l'engagement donc de commencer ma grève de la faim le 15 à minuit, enfin, le 14 à minuit, ce qui fait que le 15 à 0h01. Et je suis donc actuellement à mon 10e jour de grève de la faim. Voilà. En fait, donc cette histoire est, comme j'avais dit une première fois juste en montant, c'est juste énorme. J'ai rencontré des gens dans cette marche qui étaient... c'était énorme. C'est le cœur de ces gens, ils m'ont reçu dans leur intimité, dans leur famille. C'est très beau. Ouais. Lorsque l'on est, comme à présent, déjà au 10e jour de grève de la faim, qu'est-ce qu'on imagine dans son esprit? Est-ce qu'il y a des moments de doute? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit, là j'ai quand même beaucoup donné, ma santé commence à être touchée, ou est-ce que d'une certaine manière, la motivation reste intacte, ou même elle s'augmenterait? En fait, quand je suis arrivé à Genève, j'ai fait plus de 2000 km à pied. Quand j'ai commencé ma grève de la faim, j'étais déterminé déjà. Je l'ai prouvé par les nombres de kilomètres à pied que j'ai fait. On va dire que ma détermination était totale. Dès le départ, j'avais l'intention de faire plier le président de la République ou d'aller jusqu'à la mort. Parce que c'est mon souhait, c'est mon vœu. Je suis un ancien sapeur-pompier, un ancien militaire. Et j'ai beaucoup de camarades qui sont en partie, même des plus jeunes, qui ne connaissent que de ce qu'ils connaissent sur le web, sur la marche blanche des médics, notre page. En fait, ces gens-là, ils me portent dans le cœur. C'est des frères, c'est des camarades. Ce matin, j'ai une dame qui est venue de Mont-Soleil-Mines en moto avec son mari. Elle s'est mise à pleurer devant moi. L'autre jour, c'est pareil, il y avait un ami, Cyril, avec ses 2 enfants. Ils ont pleuré. Depuis que je suis en grève de la faim, il y a énormément de gens qui viennent pleurer. L'ONU, pour toi, c'était important d'être là, devant, pour montrer aux gens de passage, pour montrer aux personnes qui sont responsables par ailleurs qui agissent d'une certaine manière, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, pour le meilleur être de la... On sait d'où vient l'ONU, l'idée de ne pas reproduire des situations de conflit, d'apporter une forme de solidarité, de droit international. Pour toi, c'était important de siéger devant l'ONU? L'importance, déjà, je compte énormément sur les autorités helvétiques. J'ai eu l'honneur de rencontrer M. Guimétan qui avait lancé la pétition contre les LBD, oui. Ce que moi j'appelle un lance-grenade. Et j'espère que les gens de ce gouvernement seront avec une oreille plus attentive qu'en France, où un crime de guerre est pratiqué tous les week-ends.
en fait, je rappelle aux auditeurs que quand on empêche un secouriste de porter secours à un citoyen en détresse, voire en danger, cela s'appelle un crime de guerre. Je prends l'exemple tout simple de Geneviève Leguet qui était à Nice. Les médics ont été parqués dans un terrain de boule et le commandant de police, le commissaire de police qui commandait les troupes sur place a dit, quand les médics ont voulu intervenir pour aller porter secours à Geneviève, ils ont dit le premier qui sort d'ici, il va en garde à vue. Ça s'appelle un crime de guerre. Donc je suis venu ici pour éveiller les consciences, pour crier au secours. Donc aussi bien au niveau de la direction de ce pays, qui je pense, comme c'est un pays neutre, aura interpellé le président de la République, M. Macron. Et puis aussi, bien sûr, au niveau de l'ONU, j'ai déjà une oreille attentive. Il y a M. Jean Ziegler qui me soutient à 200% et qui voudrait, peut-être selon son état, s'il pouvait, selon son temps, me rencontrer. Moi, la personne que j'aimerais voir, c'est Madame Bachelet, parce qu'elle a eu le courage de dire à M. Macron qu'il était un dictateur. Et ça vaut le coup de rencontrer des gens comme ça. Ce sont des bons alliés. Donc je compte déjà sur les droits de l'homme de l'ONU et puis sur l'ONU lui-même. Si jamais la France ne veut pas nous entendre et que on me laisse mourir sur la place des nations, j'aimerais qu'il propose genre une notion pour faire sortir la France de l'ONU en disant qu'elle ne respecte pas les droits de l'homme et qu'elle ne respecte pas les règles de l'ONU. Ça serait bien d'expulser la France le temps que les choses se calment dans le gouvernement ou que le gouvernement change. Bon, on va essayer, on ne va pas arriver à ces extrémités-là, on espère vraiment de tout cœur, hein. Mais il est vrai que voilà, une grève de la faim, c'est une forme de lutte tout à fait radicale. Et qu'est-ce qui t'a conduit à décider d'enclencher cette grève de la faim? C'est un petit peu par dépit, c'est le fait que voilà, c'est ces fins à non-recevoir successifs qui ont fait qu'à un moment donné, tu avais envie de montrer ta détermination jusqu'au bout. En fait, quand tu marches des kilomètres, que tu es seul, tu penses énormément. Tu es un peu robotisé, tu as les yeux qui regardent la route pour voir si tu es toujours sur le goudron, et tu as l'esprit qui travaille à 2000%. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, espèce de con, si Macron ne te reçoit pas? Et puis je me suis dit, je vais leur mettre plein la vue. Je vais redescendre à Genève, au pays des gens qui ont du cœur, qui ont de l'attente, de l'écoute, qui sont calmes, gentils et qui n'accepteront pas ça. Et je vais aller faire l'inacceptable chez eux, c'est-à-dire que si Macron ne me reçoit pas, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Très bien, très bien. Alors, on va peut-être rappeler juste qui est Guy Mettan en quelques mots. Donc, journaliste lui-même, élu député au Grand Conseil à Genève actuellement. Tout à fait. Il est également, si je ne me trompe pas, il a été président du Club de la Presse. Donc, c'est un journaliste au départ. C'est lui qui a lancé votation, l'idée de la votation contre la vente des LBD à la France. Exactement. Vente qui est donc l'entreprise qui se situe à Thun, en Suisse. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc sur laquelle il serait avisé de faire pression pour que ces ventes cessent, tout simplement. Surtout au niveau de la France, puisqu'on donne cette arme qui est fabriquée en Suisse par une société qui prévoit d'utiliser des munitions qu'elle vend aussi. Mais en fait, la France utilise une balistique, une nouvelle mission qui est faite en France, qui n'a pas les qualités balistiques qu'avait préconisé le fabricant. Et en fait, en France, ils font une munition qui est très dangereuse, qui est faite pour blesser gravement. Parce que moi, je m'y connais en balistique et je peux vous dire que c'est une munition qui a été calculée pour blesser gravement. De ton côté, c'est une question qui comporte deux volets. De ton côté, quels ont été les retours? Alors tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais quels ont été les retours des personnes de passage? Parce que la Place des Nations, c'est évidemment un endroit de passage, un lieu de passage.
de gens qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu as beaucoup rencontré des gens qui n'étaient pas finalement au courant et donc tu as pu les en informer? Est-ce que tu as rencontré des gens qui étaient, voilà, qui se sont scandalisés, qui étaient curieux? Voilà, quel était un peu l'état d'esprit de ces personnes-là pour les gens de passage? Et ensuite, le deuxième volet de la question, c'est pour les personnes de l'ONU qui se rendent à la Lune, elles sont plus susceptibles d'être au courant de l'affaire. Y a-t-il eu des réactions et des soutiens qui ont déjà surgi? Donc au niveau des gens de passage, il y a beaucoup d'étrangers. Alors, moi je parle un tout petit peu anglais quand même, ce qui me permet de les aborder. J'ai des amis de Genève qui ont fait des tracts en français et en anglais. Ça me permet déjà de leur exposer un peu les revendications, les problèmes que j'ai et d'expliquer jusqu'où je suis prêt à aller. En général, quand les gens comprennent pourquoi je me bats, ils sont vraiment touchés. Après, en ce qui concerne les ONG et l'ONU, j'ai quand même un petit soutien de la part d'ONG qui sont agréées à ONU. Un certain Christian, que je ne vais pas citer son nom de famille, et puis aussi un employé de la Croix-Rouge française, de la Croix-Rouge internationale, qui me soutient beaucoup. Oui, parce qu'on peut le dire, c'est un lieu stratégique, il y a l'ONU, mais dans le pourtour, dans le quartier, il y a également le CICR, puis l'Organisation mondiale de la santé, un peu plus haut, enfin il y a différentes institutions, oui. Le Bureau international du travail également, toutes ces entités-là qui pourraient être sensibles évidemment à ce combat-là, qui devraient être sensibles à ce combat-là. Actuellement, on est en train de planter des jalons pour essayer de forcer les portes du CICR, parce qu'ils ont une campagne de communication contre l'interdiction de porter les soins. Et donc le fait de mettre en garde à vue des secouristes ou de les parquer comme des moutons en les empêchant de bouger ou de les abîmer physiquement, ça fait partie aussi des interdictions de soins. Ouais. Selon toi, comment évolue l'opinion publique? Est-ce que tu sens que les gens, à force, se sentent plus solidaires, sont plus sensibilisés, ou est-ce que ça stagne, ou est-ce que ça régresse, qui sait? Premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est qu'en est-il du rôle des médias selon toi? Font-ils leur travail? Donc au niveau du soutien public, j'ai un énorme problème, c'est la communication sur les médias nationaux. On en reviendra après. Et donc au niveau des gens qui me soutiennent, donc comme j'ai dit juste avant, on a un groupe Facebook qui s'appelle Marche Blanche des Médics. J'ai énormément de gens qui me soutiennent. Il y en a quelques-uns qui comprennent mon combat, qui savent et qui comprennent que je vais aller jusqu'au bout. Mais la majeure partie me supplie d'arrêter la grève de la faim. Je veux dire, je suis honnête avec vous. Je ne vais pas me... Bon, moi j'arrêterai la grève de la faim que si les conditions rentrent dans le cadre que j'ai décrit. Les gens me soutiennent de toute façon, même s'ils sont contre mon action, qu'ils me disent ouais, il y en a qui disent tu es un héros, mais je veux pas savoir, je suis pas un héros, je suis un modèle. Je voudrais que les gens s'inspirent de ma force pour engager des luttes pacifistes et pour revendiquer avec force et ferveur, sans violence. En ce qui concerne les médias, il y a une personne qui m'a demandé petit Jean, j'aimerais qu'on écrive un livre tous les deux, je suis prêt à t'aider, il faut qu'on écrive le livre de ta marche. C'est une dame qui a déjà écrit 2-3 livres, notamment sur son enfant qui est décédé du cancer très jeune, qui a été très mal soigné. C'est une personne que j'aime assez bien, que j'apprécie beaucoup, et elle m'a demandé donc d'écrire un livre. Moi j'ai dit écoute, si on écrira un livre, c'est en cas de victoire. Parce que si c'est en cas de défaite, le livre il se fera sans moi. Moi, ce que j'avais pensé déjà pour le titre du livre, c'est plus de 2000 km dans l'omerta des médias officiels. Oui. C'est assez emblématique de ce que tu vois par rapport de ce que tu vis par rapport aux médias, la couverture médiatique absente en fait, on peut le dire. Les seuls qui ont le courage de me donner la parole, ce sont des médias parallèles, la presse locale et les radios comme la tienne. Mais au niveau officiel, pourtant je veux dire j'ai un discours qui est audible. Comment t'expliques ça alors justement? C'est très simple.
En France, en fait, il y a les médias qui n'ont pas de carte de presse. Donc ce qu'on appelle les médias parallèles, qui sont courageux, qui cherchent à donner de l'information, qui font du professionnalisme. Il y a les médias encartés, donc ceux qui ont la carte bleu, blanc, rouge avec marqué presse. Donc eux, ils travaillent pour un média reconnu et sont donc déclarés comme employés dans ce média. Ils peuvent à ce titre-là avoir la carte bleu, blanc, rouge. Et M. Macron a sorti une nouvelle loi qui les oblige à avoir un agrément de supplémentaire. Donc les seules presses qui seront reconnues ne seront pas non seulement celles qui ont la carte bleu, blanc, rouge, mais ceux qui ont l'agrément de M. Macron. Oui, ça s'appelle une dictature. Donc là, il y a une réelle censure administrative et avec toutes les conséquences. Censure réelle. Oui, complètement. On va rappeler donc en termes de visibilité, alors voilà, c'est ce qui centralise toutes les informations, c'est la page Facebook. Oui. La marche blanche des médics. La marche blanche des médics. Donc là, les gens peuvent venir s'exprimer dans certaines limites, bien sûr, parce que c'est quand même une page publique. Je veux que ça reste correct. Les gens peuvent venir exprimer leur soutien, me contacter ou contacter des administrateurs qui me diront ce qui se passe. Voilà, on est une belle petite équipe qui travaille sur cette page, qui faisons pour que ça marche bien. Voilà, sur cette page, vous trouverez les liens pour la pétition, pour les cagnottes. En fait, j'avais fait une cagnotte au départ qui était faite pour m'aider pour la marche. Mais j'ai reçu tellement de soutien en marche que j'ai pas utilisé cette cagnotte. Il doit y avoir 350 € dessus. Et moi, je me bats pour essayer de regrouper de l'argent pour acheter des défibrillateurs pour les secouristes en manifestation. Parce que, je donne un exemple à Paris, si on a un malaise cardiaque, on cherche à aller en prendre un et on nous dit « Ah tiens, il y a la station RATP Pékin, on descend, on va aller voir. » Ah non, on vous le prête pas et ça sort pas de la station. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transporter l'agonisant dans la station pour le soigner. Voilà. Donc il faut à tout prix quoi. On a déjà perdu des gens en manifestation parce qu'on n'avait pas de défibrillateur. Enfin, peut-être qu'on les aurait quand même perdus même avec le défibrillateur, mais ça donne des chances de plus à nous de faire un meilleur boulot. Donc là c'est une petite équipe quand même qui s'occupe de t'aider quoi qu'il en soit pour la page Facebook. Tout à fait. Alors voilà, y a-t-il d'autres personnes qui t'aident, qui apportent leur soutien de manière quotidienne ou de manière ponctuelle et en recherches-tu? Est-ce qu'on peut lancer un appel ici à la radio? Donc j'ai eu Joe. Joe est arrivé le 3e jour quand je suis parti de Paris parce que le 2e jour il y avait un chauffeur qui devait venir qui n'est pas venu. Ça m'avait fait perdre un jour de marche. Joe est arrivé, c'est un gars qui vient de Normandie. Et il s'est engagé auprès de moi à conduire jusqu'à Marseille. Parce que moi j'habite à côté, à Aubagne. Et donc lui s'est engagé de me ramener jusqu'à chez moi. Donc ça c'est un engagement qui est très beau. Voilà. Et puis après, il y a d'autres personnes qui ont marché avec moi, comme une médic qui s'appelle Angela, d'origine portugaise, qui est une femme très gentille, qui est avec un garçon. Ça s'est très bien passé avec nous. Elle a eu un petit moment, elle a eu 2 jours, 3 jours qu'elle pouvait plus marcher parce qu'elle avait tellement mal aux pieds. Parce que moi je marche très fort, je marche très vite, je fais plus de 30 bandes, 35 bandes. Donc poursuivre après, sur une journée ça va, et encore. Mais après il y a la durée. Mais voilà, après il y a la durée. Je prends l'exemple que quand je suis arrivé vers Bellegarde, il y a des gens qui m'attendaient au petit patelin juste avant. Il restait quoi on va dire 6-8 bornes, maxi, 6 bornes, allez, 6 bornes. Et on est partis tous ensemble. Je suis arrivé en bas, encore c'était de la descente. Je suis arrivé en bas au village, j'aurais mis un quart d'heure dans le nez. Faut tenir le rythme en plus. Ouais, c'est marche ou crève. Et alors voilà, si on pouvait lancer un ou plusieurs appels, lesquels seraient-ils ces appels? Je ne parle pas des revendications sur lesquelles on va revenir dans quelques instants. On terminera par tes revendications, que tu les rappelles en fait. Mais voilà, si là il fallait dire voilà, j'aurais besoin maintenant d'un soutien de visibilité, donc essayer de partager un maximum. Moi, c'est au niveau médical en fait, pour rassurer les gens ou pour les affoler. Dès le début, normalement, on aurait dû faire des tests de prise de sang, des analyses pour voir où c'est que j'en étais dès le départ.
Là, j'ai quand même 10 jours dans le nez et j'ai personne qui vient me soutenir au niveau médical. Donc moi, si j'avais un appel à lancer, ça serait plutôt avoir soit un médecin, ou je préférerais peut-être un infirmier, parce que le médecin, il va faire jouer de son serment d'hypocrite. Et donc il va dire non, mais moi j'appelle l'ambulance, alors que c'est pas mon choix. Un infirmier, lui, il pourra exercer son droit de retrait sans appeler une ambulance. J'ai besoin de quelqu'un qui vient m'aider, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Et selon les constantes, après, si jamais je commence à dégringoler, ça sera plus régulier. Et venir me faire un genre de bilan pour dire aux gens sur le net où j'en suis. De pouvoir publier également, effectivement, un petit bilan de santé temporaire. Ouais. Alors, les personnes qui le souhaiteraient, donc l'appel est lancé, infirmier, infirmière, pourquoi pas médecin, ce serait bien aussi, mais qui soit quand même... militant. Voilà, militant. Enfin, même s'il n'épousait pas cette cause-là, mais qu'il ait cette militance en lui. Voilà, qu'il comprenne ce que c'est qu'une militance, qu'il accepte le pire. Oui, absolument. Eh bien, ces personnes-là pourraient te rejoindre sur la Place des Nations, par exemple, ou alors te contacter via la page Facebook. Oui. Ce serait la meilleure méthodologie. Jusqu'à quand vas-tu... Enfin, quelles sont les actualités ici à Genève? Jusqu'à quand vas-tu rester ici à Genève? Est-ce que tu as déjà prévu une date? Et quels sont ce qui va t'accompagner? Typiquement, tout à l'heure, tu retournes sur la Place des Nations et un rassemblement de soutien y est organisé. Oui, donc ce soir, il y a déjà un petit rassemblement de soutien. J'espère que ça va bien se passer au niveau des forces de l'ordre. Le 31, il y aura une grande chaîne humaine lequel, selon mon état, je participerai. En tout cas, si je ne suis pas en état de parler, je laisserai une petite lettre à lire par quelqu'un, parce que c'est mon devoir de m'exprimer, même si je ne suis plus en état de le faire. Après, jusqu'à quand je reste, jusqu'à que Macron me rappelle, le président de la République, ou jusqu'à que mon corps me lâche. Oui. Je dois préciser à ce sujet que j'ai pas envie de mourir. J'ai vraiment pas envie de mourir. Mais si je dois le faire, je le ferai. Voilà, c'est pas un suicide. Il y a un député de merde de la REM qui m'a accusé d'être suicidaire. Donc, parce qu'on l'avait mis au courant que j'allais à Genève pour faire une grève de la faim. C'est les mecs qui blasphèment pour se donner une bonne conscience. Parce que ça leur donne mauvaise conscience, ils utilisent la mauvaise foi. Ouais, c'est assez aberrant d'entendre de tels propos. Et en face de ça, il y a quand même des choses magnifiques dont peut-être on pourrait terminer finalement avec ça, une petite anecdote ou deux qui sont de l'ordre de ces galets, par exemple, disséminés. Et ça, c'est fantastique. J'ai vu, bien sûr. C'est beau. Voudrais-tu nous dire un petit peu de quoi il s'agit? En fait, c'est une médic qui a l'habitude d'écrire des petits messages sur des galets. Et alors, c'est bien dessiné, c'est beau. Hein. Il y a les messages sont super beaux. Même moi, j'aurais envie de les garder tellement ils sont beaux. Et alors, elle va les poser à droite et à gauche dans des boîtes aux lettres de mairie, dans les boîtes aux lettres de ceci, de cela. Et elle pose des petits messages pour appeler les gens à soutenir notre cause et à faire un peu qu'on essaye de me sauver la vie. Alors voilà, on le redit, un personnel de santé, ça c'est la priorité vraiment de te contacter directement par la page Facebook, de venir Place des Nations. Oui, ils viennent directement à la Place des Nations. Voilà. Ou même s'ils veulent passer par la radio, nous on transmettra immédiatement. Donc ça c'est vraiment une des centralités, c'est le personnel de santé pour t'aider dans ce combat et dans ce combat radical. Du moment qu'il accepte la radicalité de mon combat, si Monsieur le Président de la République française ne plie pas. Ouais. Et puis sinon, on va dire aux personnes de faire preuve d'imagination. Les galets, c'est une excellente idée. Il y aurait beaucoup de formes à inventer encore pour justement permettre une plus grande visibilité. Et puis celles et ceux qui connaissent des journalistes, de continuer, on le fait déjà, de leur rappeler qu'il y a que cette action a cours et que donc ils seraient avisés de s'y intéresser. J'ai à tout prix besoin d'avoir des médias nationaux, que ce soit français ou suisse ou autres, même internationaux, anglais ou américains. J'ai vraiment besoin de communiquer, parce que si jamais ça commence à communiquer dans la terre entière, M. Macron sera obligé de plier avant que je meure. Absolument.
Petit Jean, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu serais d'accord de terminer, parce que je vois que tu fatigues et c'est bien normal, donc on va doucement arriver au terme de l'entretien, mais pour en terminer là, à moins que des questions ne surgissent bien entendu, voudrais-tu rappeler tes revendications et puis on se dira à tout à l'heure. Je revendique que M. Macron me reçoive pour que je puisse discuter avec lui. Donc il doit venir m'en chercher, me ramener ici, il doit convoquer la presse pour pouvoir faire une déclaration en public, en ma présence, pour qu'ils prennent part, s'il soutient M. Castaner et les mauvais policiers. Faut rappeler quand même qu'il y a un nombre incalculable de policiers qui se suicident dans la police française. Et les policiers qui interviennent, les baqueux, se portent des cagoules tellement ils sont fiers de ce qu'ils font et ils enlèvent leur numéro pour pas être reconnus. Donc, est-ce qu'il soutient des gens qui sont comme ça, ou est-ce qu'il soutient des secouristes qui sont prêts à mourir pour leur cause et pour défendre la vie humaine? Voilà. Voilà mes revendications. Donc, il n'aura pas le choix. Et je veux pas qu'il me fasse un discours en gris, ou c'est blanc, ou c'est noir. Ou il choisit le gilet blanc, ou il choisit les hommes en noir. En tout cas, ils ont l'intérêt d'être simples et clairs et exposés comme il faut pour qu'elles soient audibles pour tout le monde. Merci beaucoup, Petit Jean. Peut-être qu'un dernier mot serait de dire, de lancer un appel également aux politiques locaux, pourquoi pas la mairesse de Genève, Sandrine Salerno, qui pourrait venir, qui est en plus une personne engagée, dont on connaît l'humanité, et bien voilà, des personnes comme ça pourraient se mobiliser pour pouvoir justement relayer plus loin ce combat-là. Mon cœur est ouvert à toute aide. Très bien. Alors, je te remercie beaucoup. Des questions surgissent-elles ou est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Je crois que pour aujourd'hui, on s'arrête là. Très bien. Petit Jean, nous, on va faire tout ce qu'on peut, c'est-à-dire publier toutes ces choses-là. Le podcast sera disponible aux personnes, téléchargeable et transmissible. Je te remercie, toutes et tous, avec beaucoup de plaisir. Je tiens à remercier les auditeurs pour nous avoir déjà écoutés, pour ceux qui pourront faire dans l'avenir. Et je tiens à remercier tout le monde, de tout mon cœur, parce que c'est grâce à des gens qui se motivent pour que les choses avancent, que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et grâce à toi, grâce à plein d'autres personnes. Je tiens à remercier tout le monde, ta technicienne, tout le monde. Merci de votre boulot. Écoute, avec plaisir. Petit Jean, merci à toi. Tu es donc en marche depuis Marseille jusqu'à Paris et retour en passant par Troyes, tu as dit? C'est ça. Et donc en grève de la faim actuellement ici sur la place des Nations à Genève. On va te souhaiter... Venez me voir, même si c'est pour me serrer la main, même si c'est pour me faire la bise, venez me voir. Merci à toi. Merci. Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Libre Radio, www.libradio.org